Faut raconter. C'est bon. Faut raconter. C'est pas comme si. Excusez-moi, ça me grattait. Ok, je vais regarder. Du coup, je connais pas. Parmi toutes les Apparemment, c'est le œuvres vôtre. qui peuplent notre En plus, c'est bien imaginaire, pour la culture. En ce moment, j'essaie vraiment de emmagasiner des informations. certaines proposent la découverte d'un monde singulier, avec ses lois et ses principes, ses codes et ses symboles. Une fois réunis, tous ces éléments constituent une mythologie. Bienvenue dans les paysages de l'esprit, vous regardez Mythologix. C'est bien produit déjà. Si vous ne connaissez pas Freddy Parker, sachez qu'il existe en tout 9 longs métrages dans la franchise. Les 6 premiers s'inscrivent dans une histoire suivie et cohérente, et le 7e est une mise en abîme à la Wes Craven. Tu vois, typiquement, Freddy Krueger, ça fait un peu partie de ce que j'appelle ma connaissance partielle. C'est-à-dire que quand tu me dis Freddy Krueger, je te dis ouais, je vois ce que c'est. Impossible de te dire le réalisateur, impossible de te dire un truc du scénario. En fait, je connais vraiment que de noms. Et c'est pour ça c'est cool de creuser un peu. Les opus 8 et 9 sont respectivement un Je crossover connais rien. et un remake. Ah bon. Pour qu'on puisse parler mythologie, il faut d'abord qu'on évoque brièvement l'histoire afin de voir apparaître les premiers motifs. Ça fait peur. Dans Nightmare on Elm Street, le mythe s'installe. Nancy, une adolescente habitant en 1428 Elm Street, est en proie à des cauchemars où elle est traquée par un certain Freddy Krueger. Ses amis meurent un à un après des rêves similaires. Plus tard, elle découvre que ce sont leurs parents à tous qui ont brûlé l'homme qui se venge dans les rêves. Dans Freddy's Revenge, le jeune Jesse vient de s'installer Ok, j'avais vraiment pas la ref. au 1428 après le départ de Nancy. À cause de Freddy qui lui parle dans ses rêves, Jesse commence à tuer les gens autour de lui. Dans Dream Warriors, des gamins en hôpital psy se mettent à rêver de Freddy et Nancy, l'héroïne du premier film, vient pour les aider. Les ados se découvrent des pouvoirs dans le rêve et tentent de vaincre Freddy. Vous pensez pas qu'il faudrait genre supprimer le cinéma et remplacer par des résumés de 16 minutes? Oh, on peut pas rire, non? On peut pas rire. C'est pas autorisé chez vous, genre. On a pas le droit de se marrer ici. Genre, on a vraiment pas le droit. On va se marier, on peut pas faire le van ici. Super. Super. Les vannes, on les jetés sous le bus. Dans The Dream Master, Kristen, l'héroïne du 3, se remet à rêver de Krueger et transmet son pouvoir C'est à vrai que ça Alice, fait penser à pouvoir qui Edouard consiste Romain à d'Argent. faire venir des gens dans leurs rêves. Dans The Dream Child, Alice, l'héroïne du 4, est enceinte et Freddy tente de se réincarner dans le nouveau-né. Quoi? Enfin, dans Freddy's Dead, on s'aperçoit qu'il restait encore un jeune dont les parents furent les bourreaux de C'est Freddy. glauque. Il commence à voir le monstre dans ses rêves et le cauchemar recommence. Que ce soit par le biais de Un la peu maison, glauque. commune aux 2 premiers films, par le retour d'un personnage d'un ancien film, ou par le passage de relais entre plusieurs personnages qui reviennent dans des films successifs, ou enfin par un simple raccord à l'histoire originelle, tous ces liens permettent d'accentuer l'aspect fresque historique gravé dans le temps. Cela traduit un vrai souhait des auteurs de faire vivre un univers cohérent et suivi, ce qui nous permet de considérer l'œuvre comme un espace mythique à analyser. Ah, c'est intéressant comment il le... Chaque film présente une Comment il structure scinde quasi ses idées. identique. Freddy trouve d'abord un moyen pour réapparaître, il tue ensuite des adolescents, mais une héroïne se révèle et finit par le faire retourner d'où il vient. Au cours des films, on va découvrir peu à peu plusieurs arcs narratifs. Celui sur Freddy en tant que monstre, celui sur le passé de Fred Krueger quand il était humain, et enfin l'arc sur son origine mythologique, celui des démons du rêve. Et ce sont précisément ces arcs narratifs parfois obscurs qui nous intéressent et qui vont constituer la mythologie kruegerienne. Freddy, comme tout monstre de légende, possède un look identifiable qui lui est propre. Un pull rouge et vert, abîmé et sale, un chapeau marron sans forme et une peau brûlée au dernier degré. Putain, c'est comme JDG. En fait, il faudrait faire la mythologie du lundi. Il est là. Parfois un jogging taché. Une chemise hawaïenne. Il a certes essayé de porter un impair une fois, mais cela s'est soldé par une faute de goût. Mais ce qui rend Freddy si iconique, c'est ce gant de cuir Ah armé oui, mais du coup, faut expliquer. Il a forcément inspiré Edouard Romain d'Argent. de lames tranchantes. Krueger est un monstre incroyablement pervers et sadique, avec un penchant prononcé pour l'automutilation.
Dans le premier opus, il se taillade le torse, ce qui laisse apparaître une substance Oh. purulente et des asticots, comme s'il était un Oh. mort-vivant. Mais le design de son torse va évoluer au cours de la Ah bon. série pour nous proposer une Ah bon, trouvaille c'est pas démente, le torse des âmes. Le buste de Freddy serait composé des âmes tourmentées de ses victimes, qui lui permettent de prendre forme. On touche ici à une constante de la saga, Wow. Freddy a besoin de carburant pour C'est exister. des gens qui mangent. Hein. D'abord, il se nourrit de la peur qu'il suscite chez les jeunes et se repaît ensuite de leur âme pour devenir plus puissant dans les rêves. Dans un épisode, ce carburant se retourne contre lui et Freddy se fait déchirer par les habitants de son... C'est pas mal pour l'époque. Hein. C'est quelle année? Freddy Krueger, année 84. Ah ouais? C'est fou en vrai. Ouais, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus entre guillemets récent. Pour moi, c'était, j'aurais bien dit milieu fin 90, tu vois. 84, c'est ouf. En vrai, c'est ouf. Faut que je retienne, en vrai, c'est important. corps. Ouais, c'est vrai que Shining, c'est 80. Qui c'est qui a fait Shining? J'oublie tout le temps. C'est Wells, non? C'est pas Wells qui a fait Shining? J'oublie tout le temps qui a fait Shining. C'est... Non, mais... Pourquoi je dis que c'est Wells alors que c'est Kubrick? Je suis complètement bourré. Je confonds avec quoi? Pourquoi je pense que c'est Wells? Rayout quand même. On va se faire des erreurs, non? J'ai pas le droit. Est-ce que je confonds... En fait, je crois que je confonds tout le temps avec... Je confonds tout le temps avec Citizen Kane. Je sais pas pourquoi, je confonds tout le temps Shining et Citizen Kane. Tout le temps. Genre absolument tout le temps. Et je sais pas pourquoi. Je confonds vraiment tout le temps Shining et Citizen Kane. Et alors que ça n'a rien à voir. Mais c'est juste que c'est dans la même... c'est dans ma même case mentale. Je pense que si je regardais Shining, j'oublierais pas. Qui, une fois libéré, s'évapore dans les étoiles. Mais Freddy Krueger ne ressent pas la douleur et il aime à le montrer. Qu'on lui arrache le visage, qu'il mette son cerveau à nu ou qu'il se coupe un doigt, Freddy se contente d'un éclat de rire masochiste et malsain. Masochiste. Impossible malsain. de le blesser avec une arme quelconque. Par contre, le brûler dans les flammes ou asperger ses restes d'eau bénite semblent être ses deux points faibles principaux. En plus d'être un monstre immortel qui ne connaît ni peur ni limite, Freddy est doté de pouvoirs qui élargissent encore un peu plus la menace absolue qu'il représente. Dans le cauchemar, il peut agir sur la Tellement physique bien selon fait. son bon vouloir, peut allonger ses membres, se rendre invisible, transformer la matière. Mais Freddy peut aussi modifier l'apparence du cauchemar en un clin d'œil, en projetant des images et des situations infernales à sa victime. Artiste complet, Freddy se joue de la gravité, est à l'aise dans l'eau ou dans les airs, il est omniscient, omnipotent. En tant que monstre Ça me donne envie de le regarder. des rêves, il connaît la moindre de vos peurs et vous les fera vivre au centuple. Mais ce qui rend aussi Freddy culte, c'est son pouvoir de transformation. Dans son CV, Freddy a pas mal de cosplay sadique à son actif. Il a joué un super-héros, un requin, un téléviseur, mais aussi une moto, un jeu vidéo ou un robinet. Une fois dans le cauchemar, Freddy est le maître de son univers et vous êtes sa chose. Vas-y, Stoka. Nos héros en devenir Après, ouais, ça a dû mal vieillir, je pense. Je pense que ça a dû mal font vieillir. donc face à un monstre de légende, quasi éternel, qui a tous les pouvoirs et ne connaît pas de faiblesse, accentuant ainsi son aura mythique. Et la seule chose peut-être plus fascinante que Freddy lui-même est ce monde du cauchemar tel qu'il nous est dépeint dans la franchise. Partons explorer le territoire des songes. Territoire. Au commencement, il y a Springwood, une ville américaine classique où se trouve Objet Ohio chez Foolish. Elm Street. Les films nous montrent le parcours de jeunes ados qui vivent dans cette banlieue pavillonnaire plutôt aisée. Il est d'ailleurs intéressant de constater que dans tous les films sans exception, les figures parentales ou d'autorité sont dépeintes au mieux comme des hypocrites égoïstes, au pire comme des menaces pour leur progéniture. Ouais, c'est vrai que c'est souvent... Les films à l'ancienne, t'as souvent ce truc-là où les parents sont généralement un peu chiants. Bref, une réalité plutôt hostile, mais tout de même Un moins peu. horrible que ce qui les attend de l'autre côté. Il est d'ailleurs touchant de noter tous les moyens qu'emploient les jeunes du quartier pour résister aux griffes de Morphée. Certains abusent du café, ou mixent vitamines et coca, écoutent de la musique très fort ou regardent la télé, et parfois le tout en même temps. Une époque où ils ne pouvaient pas lancer 17 parties League of Legends. D'autres fument une cigarette ou se brûlent avec. Mais une des meilleures techniques reste de dormir avec un camarade et de se relayer. Si la personne assoupie semble vivre un sommeil agité, alors il faut la réveiller.
A l'inverse, le passage de la réalité au monde du cauchemar peut se faire de différentes façons. On a tendance à retenir que Freddy vous attrape seulement si vous vous endormez, mais en réalité les moyens sont multiples. Le plus répandu est bien sûr le sommeil naturel classique. Mais si par exemple vous perdez connaissance, l'accès au cauchemar est possible. Idem pour le coma, qui vous fait prisonnier permanent du songe, ou encore l'hypnose, technique utilisée par les Dream Warriors pour se rendre volontairement dans les rêves. Mais certaines personnes, comme Kristen ou Alice, ont un pouvoir qui permet d'aller dans le cauchemar ou d'y faire venir des gens. Est-ce que Wes Anderson... Enfin, je dis Wes Anderson. Wes Craven, est-ce qu'il a un style spécial de caméra? Ou est-ce que... Parce que j'ai l'impression que tous les réalisateurs dans les années 80 filmaient de cette manière. Ou est-ce que je suis pas assez cinéphile? Et en fait, c'est pas du tout le cas. Mais quand je vois ce type de caméra, j'ai trop l'impression que c'est 80. Certaines Je sais pas, ça me... choses peuvent être ramenées du rêve dans le réel, comme par exemple le chapeau de Freddy, ou un bout de son pull. Certaines c'est peut-être le grain, ouais, c'est le grain qui me fait penser à ça. séquelles de ce qui s'est passé dans le rêve peuvent persister, par exemple des brûlures ou des morsures. Quoi qu'il en soit, une fois que les ados se mettent à rêver, ils franchissent la barrière du sommeil. À cet instant précis, les films nous racontent que deux choix sont possibles. Soit vous allez dans le monde du rêve, soit dans celui du cauchemar. Or ici, le cauchemar pourrait être décrit comme un millefeuille de scénarios Alors, actually, il y en a 9 des feuilles. possibles propres à chacun. Mais dans une des strates de ces mauvais rêves, il existe le plan personnel de Freddy, le cauchemar où il règne en maître. C'est donc dans cette dimension que les jeunes vont se retrouver piégés et c'est elle qui nous intéresse. Le cauchemar est un lieu difficile à cartographier car c'est un monde changeant qui évolue en fonction des envies de Freddy et de la personnalité de sa victime. Le cauchemar selon Freddy est donc une sorte de chemin de croix qui suit un certain pattern, un motif récurrent. Quand les jeunes entrent dans le cauchemar, au début ils ne s'en rendent pas compte. Ils évoluent alors dans une sorte de Springwood alternatif. Et soudain, un élément incongru ou inquiétant se manifeste qui nous indique que nous sommes en train de rêver. Alors Freddy n'a plus qu'à ouvrir un portail pour vous attirer dans sa dimension personnelle. N'importe quelle paroi ou surface permet de créer cette brèche. Les exemples sont multiples. Freddy dilate les murs, vous attire dans les tréfonds cachés sous votre baignoire ou derrière votre douche, vous capture via un téléviseur ou se sert de votre lit comme d'un vortex vers une dimension cachée. Mais le croque-mitaine peut aussi vous attirer directement dans sa dimension en modifiant soudain un aspect de la réalité. Le sol s'ouvre sous votre bus scolaire, votre copie de contrôle se met à vous parler, ou une camarade de classe adopte soudain un comportement inhabituel. Une fois que vous quittez le premier stage du Springwood alternatif, Freddy vous attire dans son Oh, c'est tellement cliché. domaine de chasse privatif qui peut prendre plusieurs formes. Soit Freddy vous amène dans la version cauchemardesque du 1428, soit dans une sorte de labyrinthe qui mène à une chaufferie. Mais dans ses rêves lucides, d'autres lui reviennent comme l'asile psychiatrique de Springwood ou encore sa chapelle. Bon, ça c'est pas un asile psychiatrique, c'est... Attendez, vous voyez ma souris. Vous voyez le... troisième colonne, deuxième ligne. Pour moi, c'est un endroit d'Elden Ring. Hein. C'est réellement un endroit d'Elden Ring. C'est typiquement le genre d'endroit. Vous savez, à la fin, on tape Maliquette là. Genre. Ah, c'est ça, c'est Lendel, c'est ça. Ce sont des lieux iconiques du passé de Freddy, et c'est au cœur de ceux-ci qu'il exerce sa vengeance. Là où les choses se compliquent, c'est qu'il semble que cette dimension krugerienne dispose d'un passage direct vers l'enfer. Celui-là même où règnent démons, diables et pécheurs. En effet, dans plusieurs cauchemars, on nous laisse deviner des accès directs vers les limbes, par le biais de canaux vertigineux et maléfiques. Quand Freddy nous emmène au cœur de son cauchemar, le trajet progresse sans cesse vers le bas, vers les profondeurs, ce qui accentue discrètement cette idée de descente vers les abysses enflammés. Souvent, lorsque Freddy approche, les choses se mettent à fondre, comme si vous étiez englué dans un sommeil infernal. L'histoire sans fin. Il existe deux histoires de Freddy, l'une biographique et l'autre légendaire. Attends, quoi? Pour ce qui est de la biographie humaine de Fred Krueger, les éléments nous sont donnés dans les films, mais dans le désordre et de façon morcelée. Je pensais qu'il Il est d'ailleurs passionnant de voir les moyens utilisés pour réintroduire à chaque fois l'histoire de Freddy. Un journal intime, des articles de journaux, une visite du 1428 ou encore une bonne creepypasta entre amis. Voici donc la genèse de Fred Krueger qu'on découvre si l'on replace tous les éléments du puzzle dans l'ordre. En 1942 naît le jeune Fred Krueger. Il est le fruit d'un viol perpétré par son père, un psychopathe captif de l'asile, et d'une nonne nommée Amanda Krueger. Oubliée par erreur dans l'asile, elle subit les assauts d'une centaine de fous dangereux pendant une semaine. L'enfance du jeune Fred à Springwood est un mix entre torture animalière et exclusion sociale.
À l'adolescence, il s'adonne à l'automutilation et subit les coups de son père adoptif jusqu'au jour où il décide de le supprimer. Malgré ses chaotiques premières années, Freddy rencontre une jeune femme et s'installe avec elle au 1428. Wow, le background de dingue. Elm Street. Alors, c'est connu en France, Freddy, j'ai l'impression que c'est connu que aux US. J'ai envie de me documenter sur quelque chose. J'ai envie de voir ce que Sens Critique note sur Freddy Krueger. C'est quoi les scores, c'est quoi les notes de Sens Critique? Typiquement, si on regarde les griffes du cauchemar, 6,4, tu vois. Pour vous donner une échelle, les tuches... pour vous donner une échelle, les tuches, c'est 4,5, tu vois. Même, c'est un peu plus élevé. Un peu plus élevé. Mais non, en vrai, je pense que c'est forcément connu parce que déjà, je connaissais le nom. Alors qu'il est le père d'une petite fille, Fred Krueger laisse libre cours à ses pulsions meurtrières et tue une vingtaine d'enfants du voisinage à l'aide d'un gant de torture. Employé dans une usine chimique de Springwood, il utilise la chaufferie du lieu pour supprimer ses proies. Arrêté puis jugé, Freddy est relâché dans la nature à cause d'un vice de procédure. Les parents d'Elm Street se retrouvent devant la maison du meurtrier et jettent plusieurs cocktails Molotov sur son repère. Freddy périt dans les flammes vengeresses de ses anciens voisins. Dans sa vie terrestre, Fred Krueger est donc dépeint comme l'archétype même du serial killer. Mais alors que l'histoire aurait pu s'arrêter là, un élément fantastique va intervenir et emmener l'histoire dans des contrées clairement mythologiques. Ce qui nous amène au dernier arc narratif. Oui, parce que bon, c'est clairement l'aspect rêve. Celui qui relate l'existence des démons du rêve. Revenons au moment où Freddy est en proie aux flammes lors de sa mise à mort. C'est à ce moment-là que 3 démons du rêve apparaissent et proposent un marché à Freddy. Ils lui offrent le job de maître des cauchemars, de dieu maléfique des songes. Les démons du rêve sont des entités présentes depuis la nuit des temps et qui évoluent dans le plan des cauchemars. Leur but est de dénicher l'être humain le plus maléfique de la planète et de lui donner les clés des songes afin qu'il brise le voile entre le rêve et la réalité. Ce sont également eux qui donnent la possibilité à Freddy de revenir à chaque fois. Ce sont finalement les références symboliques disséminées dans les films qui servent le mieux cet aspect mythologique, en convoquant des images archétypales et universelles. Putain, ça me fait tellement penser au cubisme qu'on voit en bas à droite. Les films citent aussi... C'est tellement cubistière. Aspect mythologique. Pensez à... Putain, comment il s'appelle? Putain, c'est Braque? Est-ce que c'est Georges Braque à qui je pense? Je crois que c'est lui à qui je pense. Putain, c'est lui. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Georges Braque. Est-ce que je suis complètement fou? Est-ce que je suis complètement fou si je vous dis que ça me fait penser à ça? Je sais pas, j'ai trop une vibe ancien cubisme quand je pense à ça. Putain, mais vraiment ce live hein, où on fait des... Je sais pas, ça me fait vraiment penser à lui. J'ai vraiment cette vibe là quand je vois des trucs comme ça. En convoquant des images archétypales. Non, mais vous avez la vision, vous voyez ce que je veux dire? Dans la perspective, quoi. Et universelles. Les films citent aussi Shakespeare, Kafka, Nietzsche, Edgar Poe, etc. Toutes ces citations sont des invitations à faire marcher l'inconscient, l'imagination et la symbolique. Et du coup, Shining, il faut que je le regarde? Ah, j'avoue que c'est une honte, quoi. Je connais les acteurs, mais... je connais pas le... J'ai pas vu le film, quoi. C'est vraiment un classique de baiser. C'est plus un classique que Citizen Kane. Ah, c'est super PG. En fouillant dans les films, on trouve un certain nombre de motifs récurrents. En vrai, Citizen Kane, le bourrois. Ah ouais, en majuscule. En majuscule, carrément. Qui infusent certaines idées ou symboles qu'on ne remarque pas forcément au premier abord. Le miroir est l'un des motifs récurrents de la saga, et notamment avec le personnage d'Alice, qui les utilise pour passer dans l'autre monde. Mais la symbolique du miroir se prête parfaitement à l'univers du cauchemar. Le miroir peut être perçu comme un anti-monde inversé, un reflet de notre individu, une des rares occasions où il nous est permis de sonder notre âme. À l'instar des cauchemars de Freddy, on y trouve ce qu'on y apporte, on fait face à ce qu'on est. Le labyrinthe est un second motif plus discret qu'on devine dans tous les Freddy. Dans la mythologie grecque, le labyrinthe était le palais du Minotaure. Ariane qui prend le fil d'Ariane pour
permettent de guider Thésée, c'est ça? Monstre anthropophage mi-bovin mi-humain, auquel étaient livrés chaque année 7 jeunes femmes et 7 jeunes hommes en sacrifice. Le fait que les parents préfèrent sacrifier leurs enfants à Freddy plutôt que de reconnaître leur culpabilité, les victimes qui se retrouvent sans cesse dans le dédale métallique de la chaufferie, le monstre sanguinaire qui les traque impitoyablement. Et c'est vrai que ce terme, où lorsque tu dis que t'es piégé dans un dédale, ça vient du fait de la personne qui a fait le labyrinthe dans la mythologie qui s'appelait Dédale. Le mythe de Freddy présente donc beaucoup de points communs avec celui du Minotaure. Mais par extension, le labyrinthe est Tu sais pourquoi la mère Égée s'appelle comme ça? Parce que Égée s'est jeté dedans, non? aussi le symbole de l'introspection, de la quête intérieure. Un peu à l'image de ces jeunes perdus dans les méandres de leur psyché, traqués par un mal qui les détruit. C'est enfin le symbole du parcours initiatique, celui qui emmènera nos protagonistes vers la victoire sur le monstre intérieur. Il y a plusieurs histoires comme ça. Il y a celle de Midas qui a eu la malédiction de transformer tout ce qui touche en or et qui en fait s'est rendu compte que lorsqu'il touchait n'importe quoi, et bah tout se transformait en or et il a pété un plomb, il a voulu se suicider et du coup il a voulu se suicider dans un fleuve et qui en fait s'est appelé le Pactole parce que du coup vu qu'il touchait tout en or, on dit la légende que le fleuve il était rempli d'or quoi. Et donc c'est pour ça qu'on dit que tu touches le Pactole, ça veut dire que tu touches beaucoup d'argent. Traversant toute la saga, le feu est plus qu'un motif récurrent dans les Freddy. C'est carrément un élément constitutif de la mythologie de l'homme au pull rayé. Il est né par le feu. Jure, ça me fait plaisir de... S'il y avait des gens qui connaissaient pas. Mais ouais, ça vient de là. Le Pactole, ça vient de là. Mais en fait, il y a énormément d'étymologies et de termes qu'on dit un peu dans tous les jours qui viennent de la mythologie grecque. Genre, c'est très répandu. En vrai, il y a beaucoup de choses. Tu vois, lorsqu'on dit que quelqu'un est narcissique, ça vient de Narcisse qui s'est noyé parce qu'en fait, à force de regarder son reflet dans le fleuve, il a voulu se rejoindre et il est mort, tu vois. Et genre, c'est pour ça, lorsqu'on dit qu'on est narcissique, c'est-à-dire lorsqu'on tombe amoureux de son reflet. Et périra plusieurs fois par le feu. Cet élément possède une symbolique double, à la fois positive. Non, pas Daniel Narcisse, pas celui qui fait du handball. Positive et négative. Et ouais, et quelqu'un de sadique, ça vient... Le sadisme, c'est pas un mot qui est là au hasard. Ça vient du marquis de Sade, qui, du coup, écrivait des choses... qui faisait des choses vraiment hardcore de fou furieux. Merci à toi, Tashland. Destructrice et créatrice. On pense aux flammes de l'enfer, à celles de la guerre, au bûcher des sorcières et des hérétiques. Mais le feu est aussi purificateur. Il nous apporte chaleur et lumière. C'est aussi le feu originel de la création. Ces deux sens sont présents dans les Freddy et permettent de rattacher le monstre à un élément fondateur de la vie et de la mort. Enfin, les films sont traversés de références religieuses. Au début un peu moralisatrice et puritaine, la religion nous est présentée comme un rempart contre le mal. Dans le cauchemar, des enfants habillés de dentelle blanche fredonnent une comptine... C'est tellement badant ça. Le truc des enfants qui fredonnent des comptines et tout, on peut plus... inquiétante. Dans une des strophes, il est dit « Attrape ton crucifix pour éloigner Freddy », comme s'il était un démon qu'on pouvait exorciser. Un curé présente même Freddy comme un châtiment divin, ou encore comme le diable qui prendra votre âme si vous fautez. Lorsqu'enfin Freddy meurt dans les flammes, il brûle et se met à fondre pour laisser révéler un démon à cornes. Est-ce donc le diable lui-même, ou un démon quelconque? Il correspond bien en tout cas à l'image qu'on s'en fait. Les symboles de la pomme et du serpent, témoignant de la mort de l'innocence, sont également des références assumées par Craven. Cette volonté de rattacher le récit à la mythologie catholique pour faire de Freddy un équivalent du malin permet de raccorder le mythe krugerien à un ensemble plus ancien et plus universel. Des figures héroïques, un monstre divin légendaire, un territoire imaginaire offrant tous les possibles et tout... Ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu de remake. Je sais pas, l'histoire elle donne vraiment envie, après il l'explique bien. Il l'explique très bien, et en vrai c'est trop fort Al 236, je comprends son succès. Mais j'avoue que ça m'étonne si ça a jamais été repris. Ça a dû être repris en vrai. Toutes les horreurs, la convocation de mythes plus anciens comme les... Après non mais c'est vrai qu'il y en a eu 10, Si tu veux faire un remake de 167 personnes. L'enfer, la mythologie... et le 9 c'est un remake, ok, ouais, 2010. Mythologie antique ou les grands auteurs. Autant d'éléments qui offrent une véritable fresque mythologique, avec laquelle on pourrait encore écrire des dizaines de films. Le vrai génie de la mythologie krugerienne est d'avoir investi le monde du rêve comme un paysage dans lequel raconter des histoires. Tout le monde rêve. Et dans ses songes, des images fantastiques ou effrayantes nous envahissent chaque nuit. Nous en montrer les visions,
En imaginer les territoires et les acteurs est donc une trouvaille géniale qui n'a que très rarement été exploitée de la sorte au cinéma. Pour conclure, quand il fut demandé à Wes Craven pourquoi la rue de Freddy s'appelait Elm Street, il répondit qu'il voulait rendre hommage à l'un de ses premiers courts-métrages. Les rues américaines portent très souvent des noms d'arbres, et Elm Street... Oui, c'est vrai. En fait, je connais parfaitement ces panneaux parce que The Zoo à Zero Gaster, c'est déjà atteint le master en ranked. est donc un nom qui parle à tout le J'ai atteint le master en ranked, il faut le savoir. monde. Car comme chacun sait, chaque ville possède une Elm Street. Donc a priori, rien de plus à creuser sur ce point. Mais en faisant des recherches, je suis tombé sur une des symboliques de l'orme. En effet, orme se dit elm en anglais. Oh, Pour les Grecs de l'Antiquité, oh l'orme, j'espère que je vais en farmer beaucoup pendant le rush Dofus de demain. l'orme Après pour le gauntlet, t'étais brose, me faire raillou, c'est réel frère. Réel de baiser. était l'arbre des onéroi. Et je vous le donne en mille, les onéroi sont les divinités du rêve dans la mythologie grecque. Leur nom donnera d'ailleurs l'adjectif onirique, c'est-à-dire relatif au rêve. Dans l'arbre généalogique, les onéroi sont désignés comme les fils de Nyx, déesse de la nuit, et comme des frères d'Hypnos, dieu du sommeil, et de Thanatos, dieu de la top mort. laner de Cloud9. Est-il seulement possible que cela soit le fruit du hasard, d'une étrange coïncidence? Au point de se demander si une quelconque force obscure ne serait pas à l'œuvre derrière ce cauchemar, rue des Ormes. Exceptionnelle vidéo. Il est trop fort, hein. Il est vraiment trop fort, ce mec. C'est ça, la vidéo. Pour ceux qui... Putain, elle date il y a 7 ans, la vidéo. Merde, c'est pas ça.